Bonjour, on se retrouve enfin pour la présentation de mon test du X50 Pro, du Realme X50 Pro que je tiens maintenant dans mes mains. C'est un téléphone dont je vais vous donner mon avis mais qui a vraiment un fort potentiel. Je vous explique pourquoi, restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Bon alors tout d'abord, je tiens à vous dire que cette vidéo elle est complémentaire d'une autre vidéo qui est sortie en même temps. C'est la vidéo de prise en main et d'unboxing de ce Realme X50 Pro. Dans cette autre vidéo, je vous fais donc du coup l'unboxing du produit, je vous montre un peu ce qu'il y a dans la boîte et puis je vous présente aussi une prise en main un peu plus générale en détaillant un peu plus les caractéristiques techniques du produit notamment. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo juste après, elle sera disponible juste là ou bien directement en dessous dans la description. Bon et puis j'en profite aussi de vous avoir dès maintenant pour vous dire que très bientôt, si tout se passe bien, je vais bientôt atteindre les 1000 abonnés et pour les 1000 abonnés je vais offrir une carte cadeau. Donc c'est un concours qui se passera sur Twitter, donc je vous invite à aller vous abonner à mon compte Twitter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Juste ici, à activer la cloche des notifications pour plein d'autres vidéos de tests qui vont encore arriver. Et puis plein d'autres vidéos de plein d'autres thématiques. Enfin, je vous laisse aller voir ma chaîne pour savoir un peu ce que je fais. Bref, revenons à ce Realme X50 Pro. Alors sans revenir sur le design que je présente plus dans la prise en main, ce qu'il faut que je vous dise de ce Realme X50 Pro, c'est que c'est un produit qui est qualitatif en main, mais néanmoins, on comprend pourquoi il y a une différence de prix avec les OnePlus 8 par exemple, ou avec les Samsung Galaxy S20, parce que en termes de finition, ce n'est pas exactement la même chose. Le produit fait assez massif en main, et voilà. Mais en soi, je pense que c'est pas du tout problématique, puisque pour la plupart des gens, ça sera un téléphone qui sera de très bonne qualité par rapport au Realme X2 par exemple qui était à 200 €. On a ici quelque chose de bien plus qualitatif et même d'ailleurs par rapport au Realme X2 Pro, je trouve qu'il est plus agréable en main. On a un verre qui est mat au dos et ça c'est vraiment top. Bon alors, premier argument de ce téléphone que moi je trouve vraiment parfait sur ce point, c'est la puissance. On a le meilleur des combos possibles sous Android aujourd'hui en 2020 avec un Snapdragon 865 5G et 8 ou 12 Go de mémoire vive en LPPDR5, donc qui est 50% plus rapide que la LPPDR4. Donc en gros, on a le meilleur des meilleurs scores sur Antutu, on se rapproche quasiment du Mi 10 Pro et du OnePlus 8 Pro notamment. Donc en termes de puissance, vous ferez tourner tous les jeux du marché en full spec. Le multitâche, ce sera génial, il y a très peu de surchauffe et surtout le gros avantage, c'est qu'il va vous durer dans le temps ce téléphone. Parce que là, avec un Snapdragon 865, franchement, je pense que pour 3 ans, vous êtes tranquille au moins pour jouer. Et si vous jouez pas, que vous prenez juste des photos, que vous êtes juste un peu sur les réseaux sociaux, des messages et puis que vous téléphonez, alors là vous pourrez le garder je pense 5 ans facilement. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup cet aspect de puissance et de fluidité du quotidien, c'est renforcé avec la présence de Realme UI 1.0. Donc en fait Realme UI c'est une surcouche basée sur Android 10 et qui se rapproche de ColorOS 7. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Realme est une marque du groupe BBK Electronics, une société sœur d'Oppo qui utilise ColorOS comme surcouche pour son interface. Et donc avant les produits Realme tournaient sur ColorOS 6.1. Bon, moi ColorOS 6.1, je trouvais que c'était déjà mieux que ColorOS 5, qui était notamment présent sur l'Oppo Find X à l'époque, qui était vraiment pas ouf. Le 6.1 c'était déjà mieux, mais alors là, Realme UI 1.0, c'est vraiment très bien. Déjà, il y avait des problèmes de traduction sur ColorOS, ce n'est plus le cas. Tous les menus sont traduits, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça vraiment c'est top. Ensuite la deuxième chose c'est le suivi logiciel. Je vous invite à aller voir sur le site de Realme, notamment sur le site de Realme India. Je vous mettrai le lien directement en dessous dans la description et pour aller voir la fréquence de mise à jour. Les premiers produits sortis par Realme en début 2018 sont aux mises à jour de sécurité de début 2020. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 ans de mise à jour de sécurité. Malheureusement on n'a pas plus de recul parce que la marque n'a que 2 ans, mais ça c'est un point qui est super important. Et d'autres produits haut de gamme n'ont pas forcément cette cadence là en termes de mise à jour et ça du coup c'est bon à savoir pour toute la gamme Realme, hein. Même pour les smartphones vendus à 150 €, ils sont encore mis à jour aujourd'hui début 2020. Franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment quelque chose de très bien. Bon alors rentrons un peu plus dans les détails de ce Realme UI 1.0. Donc du coup je vais commencer quand même par vous présenter un petit bémol. Et donc du coup à l'avant du Realme X50 Pro, ici on a une petite bulle. Cette petite bulle en fait ça va être problématique quand on va avoir l'affichage des notifications en haut, parce qu'en fait c'est plus c'était prévu je pense logiciellement pour une notch et non pour la bulle. Je m'explique, vous allez voir toutes les notifications qui vont arriver, il n'y a pas de souci, il y a un qui se cache sous la caméra, mais par contre vous allez pouvoir afficher maximum 2 notifications alors que vous avez la place. Alors ça du coup parfois c'est un peu embêtant parce qu'on voit pas quelle application nous envoie une notification et surtout on ne voit pas le nombre de notifications que nous avons. Mais du coup il y a une autre solution, on peut les modifier cela dans les paramètres et au lieu d'avoir une icône de notification qui va apparaître avec l'icône de l'application en question, on va pouvoir mettre un nombre qui nous dira le nombre de notifications
notifications qu'on a en attente. Ensuite, Realme UI, c'est une interface qui est vraiment assez intuitive. Par exemple, moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que quand on connecte son smartphone à son PC, directement sur l'écran d'accueil du smartphone, on nous demande ce qu'on veut faire. Si on veut recharger USB, si on veut partager la connexion, si on veut transférer des fichiers ou bien si on veut transférer des photos. Et ça, c'est très bien parce que tous les smartphones ne le font pas forcément. Habituellement, pour transférer des fichiers, on est obligé de tirer la barre vers le bas, de cliquer sur ce qu'on veut faire quand on est connecté et enfin voilà, ça fait des opérations en plus. Bref, j'arrive même pas à l'expliquer tellement c'est le bordel. Mais en gros, on a ce petit plus sur ce coup qui aide. Moi, je trouve qu'il est vraiment assez, c'est vraiment assez intéressant. Ensuite, dans les fonctionnalités un peu plus basiques, on va avoir le mode sombre qui est intégré. Vous pouvez donc choisir entre un mode sombre et un mode clair. Malheureusement, ce n'est pas aussi personnalisable que sur OxygenOS, notamment avec la couleur d'accentuation. On a la possibilité de mettre oui ou non un tiroir d'application, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour les gens qui arrivent de l'iPhone notamment. Ensuite on a des options par rapport au bien-être numérique, combien de temps on a passé sur son écran, quel pourcentage de temps on a passé par application. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est assez complémentaire parfois à ce que peut nous montrer les paramètres de la batterie. Et justement ici, pour parler des paramètres de la batterie, c'est un peu étrange. Habituellement on a l'espèce de graphe, donc comme je vous mets à l'écran, comme sur OnePlus par exemple, qui nous dit quand c'est qu'on a perdu de la batterie ou pas. Là-dessus ce n'est pas possible sur le Realme X50 Pro. Bon, c'est comme ça. Ensuite, toujours parmi les fonctionnalités, on a possibilité de cloner les applications. Ça peut être bien parfois quand on a 2 comptes Facebook ou 2 comptes Messenger, un professionnel, un personnel par exemple. On a également possibilité de fractionner l'écran en remontant avec 3 doigts vers le haut quand on a une application qui est ouverte, donc à condition que l'application soit compatible. Mais encore une fois, ça je trouve que c'est assez sympa. En parlant d'écran fractionné, vous avez aussi possibilité de réduire la taille de l'écran. Je m'explique, vous avez possibilité de passer dans le fameux mode une main en fait. Pour naviguer sur ce smartphone, vous avez la possibilité de mettre des boutons virtuels ou bien vous avez la navigation par geste qui est disponible. Vous pouvez personnaliser quelle navigation par geste vous souhaitez et moi je trouve ça vraiment top, surtout que à titre personnel je suis pas fan de la navigation par geste qui est proposée directement sur Android 10. On peut revenir sur l'ancienne navigation par geste qui était notamment proposée par OnePlus qui moi me convient mieux en tout cas et ça je trouve plutôt cool aussi. Pour déverrouiller son smartphone, on a le déverrouillage facial, le capteur d'empreinte digitale qui irait directement sous l'écran, qui réagit en moins de 0,3 secondes si on en croit Realme et en effet c'est assez rapide à l'utilisation. Enfin voilà, comme vous l'avez compris, Realme UI c'est plein de fonctionnalités. Petit bémol numéro 2, c'est que parfois les menus on sait pas trop, il y a beaucoup trop de sous-menus en fait. Mais c'est pas très grave en même temps. Et enfin je voudrais souligner autre chose, je vous mets à l'écran les applications qui étaient préinstallées à l'avance. Il y en a pas beaucoup, on a juste Opera, Facebook, il me semble que c'est à peu près tout, qui était déjà installé sur le smartphone. Sinon le reste c'est les applications de Google, quelques applications natives de Realme notamment pour la galerie photo et ça s'arrête là. Pas d'application publicitaire, pas d'application doublon avec celle de Google à l'infini et ça franchement c'est super top. Bon, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je vais vous parler de la connectivité parce que ça aussi c'est un point fort de ce smartphone. Alors, on se retrouve avec de la 5G, avec du Bluetooth 5.1, de la Wi-Fi 6, de la NFC, tout ce qu'il vous faut. On a évidemment la bande B28 à condition de bien acheter son smartphone en France, donc pas sur les marketplaces notamment. De toute façon, pour l'acheter en France, je vous mettrai le lien directement dans la description. Alors, je n'ai pas pu tester la 5G parce qu'on est en France et que malheureusement en France il n'y a pas encore la 5G, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de connectivité, il est vraiment au top. Il n'y a absolument rien à redire, surtout qu'en plus vous avez une petite fonctionnalité supplémentaire qui s'appelle Realme Share. Ça va vous permettre de partager des fichiers avec des smartphones Realme, Oppo ou même Xiaomi très rapidement. C'est-à-dire que par exemple à un moment donné j'ai dû partager une vidéo entre deux Realme, le Realme X2 et le Realme X50 Pro. J'ai voulu faire l'essai, c'était un fichier de 600 mégas, donc c'est quand même relativement important. En moins de 10 secondes c'était fait. Et ça franchement c'est super, surtout qu'en plus c'est ouvert avec Xiaomi. Donc en gros pour pas mal de monde, vous allez pouvoir vous envoyer des vidéos, des photos, tout ça très rapidement sans perte de qualité, contrairement à si on envoie sur Twitter, sur Messenger, sur Instagram ou sur je ne sais où. Et ça franchement c'est super, ça vous évitera de faire consommer de la data en plus, au lieu d'envoyer par mail des fois par exemple. Donc franchement ça c'est au top. Cependant il y a quand même un petit bémol en termes de connectivité que j'ai remarqué. Au début je n'arrivais pas à capter la 4G, je me suis demandé pourquoi, parce que je suis dans une zone 100% couverte. Et en fait quand je suis allé voir dans les paramètres de mon téléphone, ce qui était préférentiel c'était 5G, 4G, 3G, 2G. Et donc du coup en fait il se connectait en H+, mais pas en 4G. Je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai modifié en réseau préféré 4G, 3G, 2G, il s'est connecté en 4G et franchement il n'y a pas eu de souci. Après la connexion était vraiment parfaite. D'ailleurs je vous mets juste à l'écran les résultats sur NPerf, il n'y a rien à redire. Bon jusqu'à présent il a que des qualités. Non, vraiment.
On continue encore? Allez, maintenant on va parler de la partie multimédia. Et là encore, Realme nous a fait plaisir. On a un écran de 6,44 pouces. Donc c'est grand, mais pas trop. Et ça, c'est vraiment bien. C'est un écran qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors c'est plus élevé que le 60 Hz, donc c'est bien. Un peu plus faible que le 120 Hz. Alors ça a quand même un avantage, c'est que ça pompe moins la batterie. Bon, dessus on a du Full HD+. Pour utiliser au quotidien un smartphone en Quad HD+, la différence à l'œil nu, elle est pas forcément très visible. On a une luminosité maximale de 1000 nits, donc franchement pour voir en plein soleil c'est nickel. On a 100% du DCI P3 qui est couvert, donc une colorimétrie qui est au maximum. C'est super bien calibré, il n'y a rien à redire, franchement c'est top. On a évidemment la norme, j'arrive jamais à prononcer ce mot, mais celui-là qui apparaît à l'écran, qui est disponible pour regarder Netflix en HD. On a un son stéréo dessus qui est Dolby Atmos, donc ça va vous permettre de personnaliser un peu ça. L'expérience audio est assez bonne. Attention néanmoins, on n'a pas de prise jack, mais vu qu'on a le Bluetooth 5.1 pour connecter un casque, franchement c'est super, il n'y a pas de décalage entre le son et l'image. Bon alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Qu'on avait une très bonne puissance, qu'on avait un très bon OS quand même malgré tout, une très bonne connectivité et une très bonne partie multimédia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire tourner tout ça? Une bonne batterie bien sûr. Et là-dessus, Realme ne déçoit pas encore. On a une batterie de 4200 mAh. Donc on tient une journée facilement, clairement, avec 6 heures d'écran allumé au moins. Mais bon, admettons que vous avez une utilisation très intensive, il va vous tenir une journée. Admettons le soir, vous devez ressortir en soirée, tout ça, avec des potes, aller au resto, sortir dans les bars, je sais pas, bref, ce que vous voulez. Vous avez besoin de le recharger. Et vous savez quoi? Realme, ils ont fait encore plus plaisir. On a la même recharge rapide que sur le Oppo Find X2 Pro qui vend du 999 €. Une recharge rapide à 65 watts qui va vous permettre de recharger vos téléphones de 0 à 100% en 35 minutes annoncées. Réellement, ça se fait en 32 minutes. Donc bravo à Realme d'avoir intégré à ce prix-là la recharge 65 watts. Ceci dit, pour une durée de vie un peu optimale de la batterie, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de le recharger de temps en temps en charge lente parce que ça abîme un peu moins la batterie. Alors, vous pouvez le recharger de manière rapide assez régulièrement, il n'y a pas trop de soucis non plus, mais parfois ça peut vous permettre de garder votre batterie un peu plus longtemps et ça, pour le coup, il faut le savoir. Le boîtier de charge rapide est directement inclus avec le smartphone. On arrive sur la partie photo vidéo. On va avoir à l'arrière 4 capteurs photo, un capteur principal de 64 mégapixels de Samsung et qui ouvre à 1.8, un capteur ultra grand angle à 119 degrés de 8 mégapixels qui ouvre lui à 2.3, un zoom de 13 mégapixels en optique x2 qui va être en hybride x5 qui ouvre lui à 2.5 et enfin un capteur pour le mode portrait qui est de 2 mégapixels. On va avoir un capteur principal qui globalement va faire le taf. Il n'y a pas de souci sur le 64 mégapixels de jour. Lorsque vous n'êtes pas en contre-jour, il n'y aura aucun souci. Donc sur le capteur 64 mégapixels, on va vraiment avoir de bons résultats quand les conditions lumineuses sont bonnes. Bon, ici on est sur du coup un cliché à 16 mégapixels avec un niveau de détail qui n'est pas forcément extraordinaire. Quand on passe sur le mode 64 pur, on a quand même beaucoup plus de détails quand on zoome. Voilà, le temps que ça s'affiche, c'est tout de suite plus correct. Ce qui est bien, c'est que la colorimétrie entre les deux est fidèle à la réalité. Il n'y a pas de différence, hein, vous regardez bien. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis après, quand on va être en contre-jour, ça va être un peu moins bon. On va avoir un niveau de détail qui va se perdre et c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, c'est assez incompréhensible, il y a du bruit qui apparaît assez rapidement. Voilà, et là par contre on repasse dans de bonnes conditions de luminosité, donc pareil, quand on zoome, franchement c'est plutôt sympa. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de pertes, la colorimétrie est bonne, donc le piqué est correct aussi. Franchement, il n'y a pas trop à dire. Là aussi, encore une fois, sur cette photo-là, on voit qu'on est avec le capteur principal. Quand on zoome, voilà, on arrive bien à distinguer les cailloux. Alors, c'est pas non plus de la folie furieuse, mais en vrai, franchement, ça passe bien. Vous aurez une colorimétrie qui sera respectée, une saturation qui sera pas trop élevée. Vous pouvez même augmenter la saturation si vous aimez la saturation avec le mode couleur boostée. Il s'appelle, c'est de l'intelligence artificielle. Mais alors, le souci, le gros souci, c'est l'ultra grand angle. Très sincèrement, je comprends pas ce que Realme a fait dessus. Surtout que j'ai déjà testé des smartphones de la marque, donc clairement. Et comment vous dire que c'est embêtant que le Realme 5 Pro vendu à 189 € ait un ultra grand angle qui est bien meilleur que celui du Realme X50 Pro. Bon alors pour parler de cet ultra grand angle, on va partir d'une photo avec le capteur principal qui est déjà pas extraordinaire, mais on a des couleurs qui sont à peu près fidèles à la réalité, on a un niveau de détail qui est pas forcément ouf, mais bon, admettons, ça va, on a vite du bruit mais ça va. Mais alors quand on passe sur l'ultra grand angle, regardez, normal, ultra grand angle, regardez bien l'air en bas à droite.
Là tout de suite on a une tache verte quoi. J'arrive pas à comprendre comment on peut proposer ça sur un produit à 600 €. Enfin je suis très surpris. Il y a un ciel qui part totalement en cacahuète en termes de déformation. Et alors on aurait pu dire que c'est n'importe quel ultra grand angle. J'ai pris une autre photo au même endroit avec le OnePlus 7 Pro qui est pas le dingue de l'ultra grand angle non plus. Mais déjà regardez le ciel, on n'est pas du tout sur la même colorimétrie. Là ici on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la première photo, voilà, sur le grand angle. Donc la couleur est plus fidèle chez OnePlus et le détail, sans qu'il soit dingue non plus, il est déjà plus perceptible que sur l'ultra grand angle de ce Realme X50 Pro. C'est assez surprenant. Moi franchement j'ai pas compris et cette photo est vraiment caractéristique quoi. Enfin l'herbe c'est une tache verte, il n'y a aucun détail dessus. Et alors du coup ce qui est intéressant c'est quand on est en format portrait, bah tout de suite la déformation me paraît déjà moins sale. On n'a toujours pas de détails mais le résultat paraît plus appréciable. Et puis bah quand on est sur quelque chose de plus spatial, là encore une fois bah, c'est plutôt intéressant. Alors très vite on n'a pas de détails quand on zoome, on s'en rend vite compte, mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est que pour prendre des grands paysages il sera correct, sinon non. Et puis sur ce capteur ultra grand angle on peut aussi prendre de la macro. C'est la seule photo que j'ai réussi à peu près correcte en macro. C'est dommage parce que du potentiel, on n'est pas sur un capteur à 2 mégapixels. On voit bien ici les rainures de la feuille, on voit bien la fourmi, mais tout de suite sur la partie droite, ça part en cacahuète. Pourtant, la mise au point était faite. Et ça, c'est l'exemple là de ce qu'on peut faire autrement. J'ai fait la mise au point ici sur la feuille comme là où je vous le montre. Bon bah ça apparaît à peu près correct mais tout le reste autour c'est totalement inexploitable. Ensuite on a l'objectif téléphoto, alors c'est un zoom optique équivalent x2. On peut monter de manière hybride jusqu'à x5, bon là on perd déjà quand même pas mal de détails, et de manière ultra numérique jusqu'à x20, n'y comptez même pas dessus. Bon pour le téléphoto je vais pas passer 10 ans dessus, là on est avec le capteur principal, encore une fois dans des mauvaises conditions de luminosité. Quand on passe à x2 ça reste à peu près correct, regardez bien la colorimétrie. Sur la maison du fond, ça ne change pas forcément. Puis quand on passe à x5, bah là tout de suite, on va avoir du bruit qui va apparaître, notamment ici, c'est très visible. On a une grosse perte de détails parce que les conditions de luminosité ne sont pas assez bonnes, malheureusement. Je vous ai pris un autre exemple, cette fois avec le contre-jour, mais avec plus de lumière. Capteur principal, zoom x2, ça reste correct même si on voit qu'il y a un peu de bruit qui apparaît, juste là notamment, la gestion de la luminosité est vraiment pas ouf, et alors quand on passe en zoom x5, c'est terminé, malheureusement c'est pas ouf. Donc en pleine journée, en plein soleil, je pense qu'il fera très bien le taf jusqu'à x5, x20, j'ai même pas de cliché exploitable à vous diffuser, et par contre en nuit, n'y comptez même pas dessus. Bon alors déjà je voulais vous présenter un peu le mode nuit, mais ça sera très bref parce que avec le confinement on peut pas vraiment faire de vrais tests de nuit, c'est pas un test, c'est juste des clichés. Là j'ai voulu prendre en intérieur, on voit que c'est même pas possible, malgré le fait qu'il y ait de la lumière qui vient de l'extérieur, il n'y a aucun résultat. Ici, je suis avec le smartphone qui est posé pourtant, mais pareil, il y a du bruit, il y a de la brume, il y a une mauvaise gestion des couleurs. L'écriteau en bas à gauche est totalement brûlé, c'est étrange. Et puis par contre sur cette photo, c'est déjà mieux, on arrive à lire parapharmacie, la pharmacie, mais quand on zoome, on voit très vite qu'il y a du bruit, il n'y a aucun détail. Malheureusement, j'ai pas pu vraiment le tester dans de vraies conditions, mais on voit que c'est pas à la hauteur, clairement. Bon, puis je voulais vous parler un peu du mode portrait. On voit que le détourage est correct, sans que ça soit super fou non plus, mais c'est plutôt pas mal. L'avantage c'est qu'on peut régler le niveau de bokeh. Là j'ai mis volontairement 100% pour le test, mais le niveau habituel c'est 60% et pour moi c'est le meilleur. Ici on va avoir aussi avec quelque chose d'un peu plus complexe, on voit que la boîte est plutôt bien détourée, mais attention quand même, quand on zoome on voit que c'est peut-être pas forcément la folie. Après je me suis mis volontairement un peu loin du capteur pour voir s'il gérait, et globalement ça va. Et puis on peut également mettre des filtres de couleurs avec le mode portrait, mais pas que, mais j'ai voulu essayer pour le mode portrait avec donc du coup un filtre noir et blanc. Là par contre je trouve que le détourage est bon, il n'y a rien à trop redire dessus, voilà. Donc franchement le mode portrait il n'est pas exceptionnel, mais il fera le taf. Bon, et enfin dernière partie en ce qui concerne la photo, c'est les selfies. Donc ici on a une qualité de selfie que moi je trouve plutôt assez intéressante. Le capteur principal fait vraiment le travail. On a la possibilité donc du coup de faire un ultra grand angle. Alors malheureusement j'avais personne avec moi étant donné qu'on est en confinement pour me mettre sur la photo, mais c'est assez intéressant, on peut rajouter pas mal de personnes, autant en mode portrait qu'en mode paysage d'ailleurs, mais par contre on voit que la colorimétrie n'est pas du tout la même. Et puis on a un mode portrait qui est logiciel, donc là on voit que ça coupe les cheveux un peu, mais globalement ça fera le taf, c'est pas extraordinaire, mais en même temps bon, il n'y a aucun smartphone qui est vraiment extraordinaire là-dessus, pardon. Et puis il y a un mode nocturne qui est sur cette caméra avant. Bon, c'est pour le fun on va dire, mais il n'y a pas un grand intérêt photographique à ça. Passons désormais à la vidéo. Et alors là, comment dire, je suis un peu
le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, parce que il y a du très bon et du beaucoup moins bon. C'est un smartphone qui peut aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, tourner jusqu'en 4K 30 fps. Il y a des bruits qui tournent, mais je n'ai pas l'officialisation de Realme qu'il va y avoir une mise à jour, parce qu'elle a été proposée en Inde, jusqu'en 4K 60 fps. Ceci dit, comment dire, en 4K 30 fps, déjà qu'il n'y a aucune stabilisation, en 4K 60 fps, j'ai très peur. Bon alors comme vous pouvez le voir en extérieur la stabilisation est mauvaise, elle est inexistante. Après heureusement quand on prend la 4K en intérieur c'est un peu différent, je vous laisse découvrir. Pour la 4K 30 fps, je sais pas ce que ça vaut exactement à la caméra puisque je n'ai pas de retour image ni niveau son par ailleurs, donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui est sûr c'est qu'au moins sur cette caméra on peut au moins filmer avec une personne dessus ou bien deux personnes dessus. Et on peut même être à 3. Bon alors ensuite on a sur le Full HD des modes stabilisés, c'est vraiment super, moi j'ai adoré. Et pour le coup on a une légère perte de qualité parce que je suis passé en j'ai converti du Full HD en 4K pardon, mais en vrai c'est assez impressionnant. Et là c'est un stabilisé normal et on va passer sur un ultra stabilisé où là c'est encore plus fou. Enfin dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, mais moi je trouve que la stabilisation elle est vraiment sympa. C'est rare sur Android d'avoir des smartphones où la stabilisation est aussi bonne, et quand on voit la différence avec la 4K, on peut se dire que c'est vraiment dommage. Et puis j'ai voulu tester quand même avec l'ultra grand angle, alors là aussi on est en Full HD, hein, on est en 30 images par seconde et pour le coup la stabilisation elle est bien mieux que sur la 4K, pourtant il n'y a pas de mode ultra stabilisé. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air plutôt correct malgré tout. La déformation est présente, mais ça c'est bon. Alors je vous propose deux enregistrements vidéo simultanés, donc un avec le Realme X50 Pro et un avec le OnePlus 7 Pro. Dites-moi si vous voyez une différence. Moi déjà à l'écran je vois une différence de colorimétrie, il y en a un qui me paraît plus saturé que l'autre, mais je sais pas si c'est exactement la réalité. Il y en a un qui est en écran retourné, l'autre non. C'est assez particulier. Mais du coup, dites-moi ce que vous pensez de la qualité sonore et de la qualité vidéo du Realme X50 Pro, puisque c'est le son du Realme X50 Pro que vous entendez. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette partie photo, de cette partie vidéo. J'ai voulu un peu étoffer la chose, aller un peu au maximum de ce que je pouvais vous expliquer parce que c'est une partie qui me semblait assez importante. Bon, il est temps de faire un petit récapitulatif sur ce que je pense de ce Realme X50 Pro. Pour moi, c'est un produit qui est très bon en termes de rapport performance-prix. On n'a pas moins cher actuellement sur le marché avec aussi puissant. Donc de ce côté-là, bravo Realme. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un appareil qui est adapté pour le multimédia, pour jouer, pour regarder des vidéos. Là-dessus, il n'y aura aucun souci, franchement c'est au top. Si vous avez par contre déjà un Realme X2 Pro, je ne vous conseille pas de changer pour ce Realme X50 Pro. Mais par contre, si vous n'en avez pas, je vous conseille de prendre plutôt le X50 Pro plutôt que le X2 Pro parce que vous aurez quand même un an de mise à jour supplémentaire probablement. Et franchement, c'est plutôt top. Aujourd'hui, il y a eu le Realme 6 Pro qui a été présenté également. Je ne le testerai pas sur la chaîne. Par contre, ça sera mon collègue de Droidsoft, Romain Le Fosséen, qui va le tester lui sur sa chaîne YouTube. Donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la description pour que vous puissiez vous abonner et ne pas manquer son test. Bref, on arrive à la fin de ce test, il est temps que je vous annonce les prix parce que ce Realme X50 Pro, malgré tout, ça reste un très bon smartphone. On a donc 3 versions qui sont disponibles. Une version avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage au prix de 599 €. Une deuxième version avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage au prix de 699 €. Et une troisième version avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage disponible au prix de 749 €. Voilà, j'espère avoir été assez complet. Si vous voulez en savoir plus et voir ce qu'il y a dans la boîte de ce produit, je vous invite à aller voir l'unboxing qui est juste en dessous dans la description. Si vous avez des remarques, des avis, des choses négatives ou des choses positives à me dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est ultra constructif, ça permet à la chaîne d'évoluer notamment. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres tests, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et activer la cloche des notifications. Et si enfin ce test du Realme X50 Pro vous a convaincu, partagez-le autour de vous. Vraiment, c'est le plus beau des cadeaux que vous pourrez me faire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, soit de test, soit de tech, soit de géo. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!